Bonjour, bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans un nouvel épisode du podcast qui s'intéresse à la sexualité, exclusivement la sexualité. On parle de... C'est chouette, hein. Que de sexualité. On a fait que ça, là. On a parlé du désir, du plaisir. Là, on est en train de parler du clitoris. Donc, vous êtes dans le 3e épisode qui est consacré au clitoris. On va s'intéresser plus aux aspects chiffres, mesures. Embryologie, anatomie. Voilà, c'est des termes très techniques. Et ça va être tout aussi passionnant que les 2 précédents épisodes que je vous invite à aller écouter. Si vous ne l'avez pas encore fait, on a fait un épisode sur l'histoire du clitoris. C'était le précédent. Et le premier qui nous parlait de... Plaisir, voilà. Du clitoris. Ouais, le plaisir du clitoris qui est un organe dédié à ça. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'embryologie, l'anatomie Alors, c'est quoi le clitoris? Ça mesure combien? Comment ça se passe? Vas-y, dis-moi tout. Ce qui est important de savoir, je trouve, pour les hommes et les femmes, c'est de savoir que le pénis et le clitoris ont exactement la même origine embryologique. Ils sont tous les deux composés des mêmes éléments, c'est-à-dire de corps caverneux, de corps spongieux, de glands et de prépuce. D'accord. Le prépuce, chez la femme, on l'appelle le capuchon. Ok. C'est la forme définitive qui va prendre une apparence différente. Donc chez l'homme, chez l'homme, le pénis se développe à l'extérieur du corps, en partie, puisque chez l'homme aussi, il a une structure interne qui est quasiment l'équivalent de la partie externe, qui est constituée par aussi des corps caverneux et des corps spongieux. Donc, contrairement à l'homme, la femme, son clitoris est quasiment exclusivement à l'intérieur du corps, à part le gland à part le gland et le capuchon. Donc, le capuchon, oui, qui est l'équivalent du prépuce. Donc, du début de la conception jusqu'à environ la 12e semaine de grossesse, les futurs garçons et les futures filles vont posséder un organe génital commun, que l'on appelle commun et identique, que l'on appelle le tubercule génital. Ce tubercule génital, donc, qui est une petite excroissance, elle est composée par un sinus, donc l'équivalent d'une fente en fait, donc ce qu'on appelle un sinus urogénital, c'est une fente qui ressemble un peu à la vulve, et ce pli et cette fente est entourée par des replis qui sont eux-mêmes protégés par des bourrelets, et ces bourrelets vont fermer chez la petite fille les grandes lèvres et chez les garçons le scrotum. Au sommet de cette fente, donc on retrouve le tubercule génital proprement dit, qui lui va former le clitoris chez la femme, et le pénis chez l'homme. Donc, pendant les 8 premières semaines de grossesse, l'embryon possède donc un organe sexuel indifférencié, ni masculin ni féminin. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas savoir le sexe du bébé au début, et qu'on va le savoir qu'à la 12e semaine de grossesse. Alors, si je peux me permettre une petite question. Tu parles de sexe indifférencié, mais chromosomiquement, l'homme c'est XX et la femme c'est XY? L'inverse. Okay. La femme c'est XX et l'homme est XY. C'est parce qu'on est tôt le matin que j'ai confondu. Exactement. Mais est-ce que ce chromosome, c'est tout l'enjeu du chromosome, c'est effectivement au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, sous l'influence du chromosome Y, il va y avoir une sécrétion de testostérone. Les testicules qui commencent à se former. Donc ça, c'est à partir de 12 semaines. C'est progressivement à partir de la 8e semaine. Mais le chromosome XX ou XY, il est établi quand? Est-ce que lui aussi, il est évolutif ou il est donné dès le début? Il est donné dès le début. Donc en fait, il est donné dès le début. Soit XY. Mais le temps que les testicules se forment, qu'ils puissent fabriquer la testostérone et que cette testostérone puisse avoir un effet sur le développement sexuel... Ça, c'est à partir de 12 semaines. Dès la 8e semaine. 8e semaine, d'accord. En fait, dès la 8e semaine, se sont formés testicules et ovaires sous l'influence de nos chromosomes. Donc XY, les testicules, XX, les ovaires. Les testicules se mettent à sécréter la testostérone
et donc l'hormone dite mâle, même si les femmes aussi en ont, en moindre grande quantité, et qui donc, cette testostérone, va permettre la différenciation du tubercule génital, donc indifférencié, dans le sens masculin. Chez la petite fille, donc, les replis urétraux dont on parlait tout à l'heure vont rester ouverts et vont donner les petites lèvres. Les bourrelets vont donner les grandes lèvres. Le sillon, le sinus dont on parlait tout à l'heure, va donner l'ouverture du vagin. Le tubercule génital va s'agrandir pour former un organe d'une dizaine de centimètres de long, formé du corps spongieux et du corps caverneux, comme chez l'homme, d'un gland, comme chez l'homme aussi, qui va se développer à l'intérieur du corps de la femme. Voilà. Contrairement à l'homme, où ce corps va se développer à l'extérieur. Donc, tout ça pour dire que, globalement, clitoris et pénis ont une fonction, ont un mécanisme physiologique commun. Tout ça pour dire aussi que, par exemple, dans un pénis, on sait que ce qui va stimuler un pénis, le corps d'un pénis, par exemple, ce sont des pressions du corps. C'est quand tu te masturbes, tu vas exercer des pressions sur le corps du pénis. Et c'est la même chose pour le corps du clitoris, ce dont je parlais dans un podcast précédent. C'est-à-dire qu'il y a des récepteurs à la pression dans le corps, au niveau des corps caverneux et des corps spongieux. Et le gland du pénis, il y a aussi beaucoup de récepteurs à la pression, à la vibration, pardon. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui sortent, chez les femmes, on le sait, les stimulateurs clitoridiens vibrants, mais chez l'homme aussi, aujourd'hui. Donc, il y a le clitoris qui est composé du gland et des corps caverneux et spongieux. Ouais. Il est stimulé à l'extérieur par des vibrations et à l'intérieur par des pressions. Par de la pression, oui. Donc, c'est deux méthodes d'activation selon là où la pression aussi, au niveau du gland, ça peut être la pression aussi. Ça peut être aussi la pression, oui. D'accord. Donc, le gland du clitoris, qu'est-ce que c'est ? C'est la seule partie que l'on voit. D'accord ? Donc, c'est une partie qui est... c'est souvent la seule partie que l'on connaît du clitoris même, encore aujourd'hui. Elle est de couleur rosée à violacée, plus ou moins rouge. Elle a une forme qui est plus ou moins allongée ou plus ou moins arrondie. Elle varie, sa taille varie en moyenne... sa taille, c'est en moyenne 4 mm de large et 5 mm de long. Ok. Donc, c'est un ongle, quoi. Même pas. C'est la moitié d'un ongle. Mais avec des variations très importantes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2018 qui a porté sur 657 femmes. La longueur du gland variait de 0,5 mm à 34 mm. Donc, c'est quand même... 34 mm, ça fait 3 cm. Voilà. 3 cm et demi. Exactement. Donc ça peut... Il y a vraiment des grosses variations. Il y a des grandes différences. Voilà. Et ce gland, il est recouvert par le capuchon du clitoris. Au niveau du capuchon, il y a plein de glandes qui servent à huiler, donc à protéger la muqueuse, puisque le gland, c'est une muqueuse. Et le capuchon ne l'est pas. Et le capuchon, non, c'est de la peau. D'accord. Le gland est composé aussi de tissu érectile en très petite quantité, donc moins que les bulbes. Et donc, ce qu'on disait, c'est qu'il avait beaucoup de terminaisons nerveuses, que ce soit au toucher, à la vibration, à la pression. Ensuite, on a le corps du clitoris. C'est donc, il fait suite immédiatement au gland. Il va plonger, ce que je disais, à l'intérieur du corps en faisant un angle de 90 degrés avec le gland. C'est ce qu'on appelle le genou du clitoris. Ce genou est fixé à la symphyse pubienne, donc à l'os que l'on a devant, que l'on sent quand on touche devant au niveau du mont de Vénus, par des ligaments suspenseurs. Donc, il y a des ligaments qui retiennent ce gland. Qui retiennent le genou, et ensuite on a une tige qui se dirige vers l'intérieur, donc vers le bas et vers l'arrière, qui ensuite va se séparer en piliers, donc qui vont être
contre les symphyses pubiennes et en bulbes qui vont plonger vers le vagin. La longueur du corps, c'est à peu près 2 à 4 cm. Les piliers, donc c'est les deux branches qui sont contre la symphyse pubienne. Donc ça, ce sont des vraies formations érectiles, c'est-à-dire qu'il y a un vrai tissu érectile. Ils se remplissent de sang et augmentent de volume lors de l'excitation sexuelle. Et lors de l'excitation sexuelle, ils vont même s'abaisser pour se rapprocher du vagin. C'est ce qui va permettre aussi qu'ils soient beaucoup plus stimulés lors de la pénétration. Et donc ces piliers, ils font à peu près entre 5 et 9 cm à l'état de repos. Et on n'a pas d'études aujourd'hui qui nous montrent leur taille lors de la période d'excitation sexuelle. Donc 5 à 9 cm, rien repos. Que pour le pilier au repos. Donc, sachant que c'est des corps spongieux. Donc ça, c'est les piliers. Donc ça, c'est les corps caverneux. Caverneux, pardon. Donc ils peuvent... Il y a une forte amplitude. C'est ça. Possible. Mais on ne sait pas encore. Mais on ne sait pas combien. Okay. Exactement. Les bulbes, le bulbe, c'est vraiment celui qui est le plus proche du vagin, qui va entourer aussi l'urètre, donc le canal qui amène l'urine de la vessie à l'extérieur du corps. Et ces bulbes vont faire en moyenne entre 3 et 7 cm de long. Et ça pourrait être jusqu'à 7 cm en érection. Alors ça, c'est une étude de 2015. Donc il y a eu plusieurs études qui ont montré donc, les dimensions du clitoris. Donc grosso modo, le gland, on va dire, donc 4 à 6 mm, d'accord ? Le corps, 2 à 4 cm. Les piliers, 5 à 9 cm. Les bulbes, 3 à 7 cm. Et donc la taille totale, donc de la pointe du gland jusqu'à l'extrémité des piliers, ça varie entre 7 et 13 cm. Ce qui a fait dire... C'est imposant. Ce qui a fait dire à beaucoup de personnes, et ce qu'on entend aujourd'hui, que dans un souci d'égalité entre les hommes et les femmes, que je comprends tout à fait, que clitoris et pénis ont les mêmes dimensions. Alors, c'est faux. Parce que, certes, le clitoris fait entre 7 et 13 cm et qu'on sait que la taille moyenne au repos du pénis est aux alentours de 9 cm, mais le pénis a aussi une grande partie interne. Donc, c'est à peu près le double. Donc, le pénis, de toute façon, si on prend la parité interne, sa taille reste supérieure à celle du clitoris. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. Mais soyons justes, quoi. Oui. Comment ça marche, le plaisir du coup avec le clitoris ? Ouais. Eh bien, on a longtemps pensé que c'était la stimulation du gland du clitoris par frottement lors de la pénétration qui permettait la jouissance. Et par exemple, Marie Bonaparte, qui était une des disciples de Freud. Marie Bonaparte, c'est de la famille de Napoléon Bonaparte. Hein, c'est la fille de l'oncle, je crois. C'est une celles qui a amené la psychanalyse en France. Alors, Marie Bonaparte, qui a fait donc sa psychanalyse avec Freud, avait un gros problème dans sa vie, c'est qu'elle n'avait pas d'orgasme vaginal. Or, d'après la théorie psychanalytique, si tu n'avais pas d'orgasme vaginal, c'est que c'était pas une vraie femme, entre guillemets. Tu étais restée bloquée à un stade infantile de la sexualité, et donc tu étais considérée bloquée au stade clitoridien. Donc pour acquérir une sexualité dite adulte, il fallait découvrir le plaisir vaginal. Donc qu'est-ce qu'a fait Marie Bonaparte, qui donc avait beaucoup d'argent et de temps à perdre ? Elle a réalisé une étude qui a porté sur 200 femmes. Et elle a conclu que les femmes dont le clitoris était à plus de 2,5 cm de l'entrée du vagin étaient frigides, c'est-à-dire incapables d'avoir un orgasme lors du coït, donc lors de la pénétration. Et ça correspondait donc à 21% des femmes examinées. Donc et elle a mis ça. au point, elle a étudié, et elle a même mis au point une opération dite de Narjani Alban. Narjani était son pseudo, qui consiste à rapprocher le gland du clitoris du vagin pour permettre aux femmes d'avoir un orgasme vaginal. Elle-même s'est fait opérer 3 fois d'affilée.
pour atteindre le fameux Graal de l'orgasme vaginal. Donc ça va loin, hein. Et elle ne l'a jamais atteint. Ce n'est pas la position... Alors, il y a eu des études plus récentes qui ont pu montrer aussi que ça pouvait avoir un lien, effectivement, peut-être avec la place du clitoris et avec la distance entre le clitoris, le gland du clitoris et le vestibule, l'entrée du vagin, et avec la taille du clitoris. Peut-être. Mais se faire opérer, c'est comment se passaient les opérations à l'époque? Parce que moi j'entends, toi tu dis se faire opérer, moi je vois une boucherie en fait, j'arrive pas à imaginer quelles étaient les conditions d'opération de l'époque. Alors, tu te fais opérer 3 fois le clitoris, c'est minuscule, tu vois, aujourd'hui une opération comme ça, je visualise des lasers, des chirurgiens, des trucs comme ça, mais à l'époque c'était quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas été faire de recherche technique. Ça devait être hyper périlleux, je veux dire. Comment après ça... En tout cas, il faut de la suite dans les idées. Hein. Oui, puis pour le faire sur son propre corps, c'est ça. C'est et puis compliqué. Il faut vraiment croire à la parole de son maître. Oui, tout à fait. Ouais, je vois. Mais ce qui est dit beaucoup aussi de la position des femmes aussi à ce moment-là de l'histoire. Mais oui. De la position des femmes par rapport à la parole des hommes. Aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est que la parole des femmes est entendue et a une valeur. Que peut-être elle avait beaucoup moins avant. Ouais. Donc j'encourage les femmes à parler et à dire les choses et à produire un savoir. Oui. Voilà. C'est exactement ce qui se fait et ce qu'il faut continuer à faire. Donc ce que je te disais donc tout à l'heure, l'étude là sur la taille du gland du clitoris, c'est une étude qui est parue en 2014, qui a étudié donc sur 30 femmes, dont 10 qui présentaient donc une anorgasmie, c'est-à-dire l'absence d'orgasme lors de la pénétration. Et, donc ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. C'est ça. Mais qui disait avoir des orgasmes... Quand on parle d'anorgasmie, en fait, malheureusement, on parle d'absence d'orgasme lors de la pénétration dans la plupart des cas. Alors que l'on sait très bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'orgasme lors de la pénétration vaginale ou qui n'ont pas d'orgasme lors du rapport, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, et qui ont des orgasmes très rapides en masturbation. D'accord. Donc ça, il y a un décalage total entre la capacité à avoir un orgasme dans une relation et la capacité à avoir un orgasme seul dans son intimité. D'accord. Ça pour des raisons qui sont aussi beaucoup psychologiques, quoi. Donc dans cette étude, ce que je te disais, c'est que les femmes qui avaient un gland plus gros et plus proche de l'entrée du vagin jouissaient plus facilement. Bon, autant te dire que c'est des études sur 30 cas qui demandent à être vérifiées et refaites et refaites et refaites. Voilà. Donc en tout cas, pendant très longtemps, la théorie freudienne a marqué les esprits et on a pensé que les femmes vaginales, donc il y avait des orgasmes vaginaux, étaient des femmes adultes, contrairement aux femmes clitoridiennes. Et c'est encore un peu ancré dans la tête des gens, des femmes. Ah ouais, vraiment? Bah oui, parce que moi je vois des femmes qui arrivent, qui me disent « mais j'ai pas d'orgasme par pénétration, c'est pas normal ». Et je leur dis si la normalité c'est la plupart des gens, sachez que vous êtes tout à fait normal, puisque 70% en moyenne des femmes n'ont pas d'orgasme par pénétration vaginale. Et plus les Françaises d'ailleurs que dans d'autres pays du monde. Aussi parce que... Plus les Françaises? Ça veut dire que les Françaises ont encore moins d'orgasme vaginal que dans d'autres pays du monde? Exactement, oui. Par exemple les pays nordiques, qu'en Hollande, même il y a des études qui ont été faites dans les différents pays européens. Et en fait, il semble que c'est parce qu'en fait, les Françaises sont celles qui associent le moins la stimulation manuel du gland du clitoris lors de la pénétration. D'accord. C'est-à-dire que pour avoir un orgasme par pénétration, le meilleur moyen, c'est de stimuler. C'est d'associer la stimulation externe du clitoris. En fait, ce que je dis souvent, c'est comme si tu demandes à un homme d'avoir un orgasme sans lui toucher le pénis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on demande à une femme d'avoir un orgasme par pénétration sans qu'elle sache qu'elle a besoin de se stimuler à l'intérieur par de la pression, les récepteurs du corps. Donc c'est comme si, en fait, on ne stimulait pas le corps du pénis. Et qu'en plus, on ne stimule pas non plus le gland. Oui, mais comme il y a pénétration, il y a stimulation de l'intérieur, non ? Mais très peu.
Si la femme, elle ne sait pas qu'elle a des récepteurs à la pression dans son corps du clitoris, elle va pas stimuler son périnée, elle va pas serrer le périnée, pas spontanément ou très peu. Donc elle aura peu de plaisir. Ce que tu veux dire, c'est que pour avoir du plaisir vaginal, il faut que la femme sache qu'il faut qu'elle s'active le périnée. Exactement, pour ça. Tout à fait. Donc c'est pas du tout un acte de réception, en fait, c'est un acte... c'est actif, bien sûr. C'est actif. Bien sûr. C'est pas passif. La sexualité féminine n'est pas du tout passive. Sinon, elle n'a pas de plaisir. Si la femme reste passive, elle n'a pas de plaisir. D'accord. Donc c'est exactement comme si on demandait à un homme d'avoir un orgasme en lui touchant pas le pénis. Ou alors, mais même en touchant que le gland, tu vois, quand tu es un homme, si tu stimules que ton gland, tu mets beaucoup plus de temps à avoir un orgasme que si tu stimules ton pénis en entier. Ou si tu stimules que ton corps, tu mets beaucoup plus de temps que si tu stimules ton gland et ton corps. Oui. Eh oui. Oui, c'est-à-dire qu'il faut la combinaison. Il faut les deux. Il faut la combinaison des deux. Il faut que l'action soit accompagnée de savoir, mais que l'action soit accompagnée d'action de la part de la femme aussi. C'est-à-dire que c'est le côté aller chercher son plaisir, quoi. C'est ça, ça dépend de toi. Le plaisir dépend de la femme. Ok. Et pas que de l'homme. D'accord. Et loin, loin, loin. Très intéressant de le dire tel quel. J'espère que celles et ceux qui avaient besoin de l'entendre l'ont bien entendu. C'est ça, j'espère. Et ce qui participe aussi au plaisir, c'est aussi le fait, lors de la pénétration, le fait d'étirer les petites lèvres. Donc, quand on étire les petites lèvres par la pénétration, donc on fait des mouvements de pénétration, on vient aussi étirer le capuchon du clitoris et qui vient stimuler aussi le gland du clitoris. Donc, tu vois, tout ça, c'est relié, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs actions. Il ne faut pas juste se dire, je vais dedans, je fais des va-et-vient, youpi, ça devrait marcher. Il faut accompagner de tout un tas de mouvements, de tout un tas de gestes qui vont dans la requête du plaisir, en fait. Et en fait, qui vont stimuler le plus grand nombre de récepteurs. Plus on va stimuler les récepteurs, plus on va stimuler un grand nombre de récepteurs, plus on va accéder à l'orgasme, plus on aura de chances d'accéder à l'orgasme. D'accord. Et donc on peut du coup aussi rajouter la stimulation des tétons, par exemple, dont on sait qu'elles augmentent l'accès à l'orgasme dans un très 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 grand nombre de cas. Ok. Toujours pour parler du plaisir, par exemple, par exemple dans le rapport Kinsey, qui était le second rapport Kinsey qui a été pour les femmes. Sur les femmes, il a étudié 879 femmes qui ont été étudiées par des gynécologues. Ils ont testé les caresses, la pression légère sur le clitoris, sur les petites lèvres, sur le vestibule. Et ça, les ressentis, tous ces ressentis étaient ressentis par 90% des femmes, 98% des femmes sur les 3 zones, d'accord ? Donc 98%, je reprends, 98% des femmes ressentaient les caresses et la pression légère sur le clitoris, les petites lèvres et le vestibule, mais seulement 14% à l'intérieur du vagin, d'accord ? Donc tout ça pour dire que le vagin est une zone quasiment insensible. Il n'y a pas de récepteur au plaisir dans le vagin. Ce qu'on disait dans le premier épisode sur le plaisir, tu disais ça déjà. Et ce qui va marcher, donc là l'étude de Kinsey aussi le montre. Attends, tu dis qu'il n'y a pas de récepteur au plaisir dans le vagin, mais le corps caverneux et spongieux du clitoris, il passe par le vagin, non ? Ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur du vagin. Clairement. Ah oui, donc c'est... Donc l'étude Kinsey montre aussi, par exemple, que c'est la pression forte qui va être efficace pour 90% des femmes. Donc la pression forte, c'est celle exercée par le périnée. C'est ça, exactement. Ou alors que tu peux exercer aussi par les doigts, par exemple. D'accord. Ce qu'on recommande, entre guillemets, lorsqu'on recommande la stimulation du point G, par exemple. Oui. Ça, on y reviendra parce on y reviendra sur le point G existe-t-il ? N'existerait pas. Ah. Il y a d'autres études qui ont essayé de montrer comment on avait du plaisir, comment ça marchait, le plaisir, dans le rapport sexuel. Donc, par exemple, il y a eu les travaux d'Odile Buisson en échographie qui a montré que la contraction des muscles du périnée non seulement stimule les récepteurs à la pression, mais va aussi rapprocher
la base du clitoris, donc de la paroi antérieure, et va venir l'écraser contre le pénis en érection et donc favoriser aussi la stimulation des récepteurs à la pression. Ok, c'est saisissant. Et on n'est pas au bout de nos découvertes, parce qu'on ne sait pas encore. Moi, la grande question que je me pose, par exemple, c'est la sexualité anale. On sait que les femmes prennent du plaisir en sexualité anale, qu'elles ont des orgasmes, qu'elles peuvent avoir des orgasmes lors de la pénétration anale. Or, clairement, il n'y a pas de récepteur au plaisir dans le rectum. Il y en a au niveau de la marge anale, donc au niveau de l'anus, au niveau de la peau, mais il n'y en a pas a priori, il n'y en a pas au niveau du rectum. Donc on se pose quand même la question, comment on peut avoir un orgasme lors de la pénétration anale alors qu'il n'y a pas de récepteur au plaisir. Donc il y a aussi des études qui sont faites aujourd'hui sur l'innervation de la paroi postérieure du vagin, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas des récepteurs aussi entre la paroi postérieure du vagin et le canal anal, qui sont donc très très proches, ou peut-être aussi que c'est une stimulation du col de l'utérus de manière indirecte à travers la paroi anale qui pourrait entraîner du plaisir en sexualité anale. Bon, on fera aussi un podcast sur la sexualité anale. Avec plaisir. Sur les hommes et sur les femmes. Est-ce qu'on a d'autres chiffres, d'autres données, d'autres éléments concernant le clitoris ? Bon, alors, il y a plein Alors, parce qu'on a parlé beaucoup des récepteurs au plaisir. Ouais. Qu'est-ce que c'est ces récepteurs au plaisir ? Donc, ce sont les récepteurs, ce qu'on appelle les corpuscules de Krauss-Finger. Ce sont les corpuscules de volupté qui sont sensibles donc, au toucher léger, aux caresses, à la pression, à la vibration. Mais on en a d'autres aussi. Ce sont par exemple les corpuscules de Ruffini qui sont présents dans le capuchon et qui sont sensibles à la chaleur et à la pression. On a les corpuscules de Vater-Pacini qui sont situés plutôt autour des corps caverneux et du capuchon et qui sont sensibles à la vibration et à la pression. Et on a le disque de Mertel et les corpuscules de Messner que l'on retrouve dans le gland et qui sont sensibles au contact léger et aux vibrations. Donc tout ça pour dire que c'est très complexe, qu'il y a beaucoup de choses, que plus on va stimuler, plus on va mettre en place les récepteurs, les circuits neuronaux en lien avec le plaisir, plus on va prendre de plaisir et donc améliorer son accès à l'orgasme. C'est complexe, mais en même temps, c'est clair, parce qu'il y a un chemin. Comme tu dis, voilà, il y a la simulation des deux côtés. Et puis changer aussi de stimulation. Ne vous contentez pas d'un type de stimulation. Par exemple, moi, ce que je trouve un peu dangereux dans les sextoys, notamment dans les sextoys vibrants, c'est qu'ils vont stimuler qu'un type de récepteur. Donc après, on va avoir du mal à jouir d'une autre façon, puisqu'il y aura qu'un seul type de récepteur qui sera stimulé et qu'un seul type de circuit neuronal qui sera mis en place. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir plusieurs sextoys. Il faut avoir plusieurs sextoys, il faut avoir plusieurs façons de se masturber. Il faut pouvoir se masturber par la vibration, certes, puisque c'est quand même ça qui donne le plus de plaisir pour l'instant et de façon très rapide, mais aussi par le toucher léger, par la pression. Et on sait très bien, par exemple, que les femmes dont la méthode de masturbation principale est le pommeau de douche vont avoir du mal à jouir par une masturbation autre que ça. Ah bon ? On s'habitue, en fait. Et donc, on s'habitue. Donc, si on s'habitue dans un sens, on peut s'habituer aussi dans l'autre sens. Donc, c'est un apprentissage. D'accord. Et il faut répéter encore. Donc ça, mais comme tu dis, si on a beaucoup de plaisir par la masturbation, après, comment ça se traduit pour avoir du plaisir pendant la pénétration ? Parce que pareil, est-ce que si tu t'habitues au pommeau de douche, tu t'habitues à ton vibro là, qui vibre ? Comment après, quand tu reviens quand tu as une sexualité avec un autre partenaire, est-ce que le plaisir, tu t'es pas habitué à quelque chose que tu n'as plus ? Mais c'est pour ça qu'il faut varier. Donc il faut varier, il faut alterner la masturbation et les partenaires. Il faut varier la masturbation et les partenaires, mais surtout, il faut varier les moyens de masturbation. D'accord. Ok, Vraiment. de manière à ne pas être bloqué entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais à ne pas avoir un seul... De manière à se rapprocher le plus possible d'une sexualité avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc la masturbation aide à bien avoir une sexualité qui donne du plaisir avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Très bien.
C'est recommandé d'ailleurs. Les sexologues recommandent ce qu'on appelle la masturbation dirigée pour accéder au plaisir. C'est quoi la masturbation dirigée ? C'est une méthode, c'est un protocole de masturbation, d'apprentissage de la masturbation. Tu me sidères. Il existe un protocole d'apprentissage de la masturbation. On parlera de tout ça sur le podcast sur la masturbation. Il y a une formation. Est-ce que c'est éligible au CPF ? Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le clitoris. Il fallait bien 3 épisodes pour s'intéresser à cet organe. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas celles et ceux que ça intéresse. J'espère que vous avez bien appris. J'espère que vous allez bien appliquer et bien mettre en pratique tous les conseils précieux que tu as donnés, toutes les indications. Et voilà, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver les livres de Céline partout, en librairie. J'imagine qu'ils sont à la Fnac, j'imagine qu'ils sont sur Amazon, ils sont absolument partout. Dans toutes les bonnes librairies ? Toutes les bonnes librairies. Et vous pouvez cliquer sur le lien en description de cet épisode pour les commander. Et voilà, pour ma part, vous pouvez me retrouver dans d'autres podcasts. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à le partager autour de vous, à lui laisser un petit like quelque part, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, et un petit commentaire. On est toujours preneur de commentaires, que ce soit en public sur les applications sur lesquelles vous écoutez ou en privé, si vous voulez nous envoyer des petits messages. Faites-vous plaisir. À dans 15 jours. À bientôt.